Les croisades, rien que le mot, on pense tout de suite aux chevaliers, aux quêtes épiques. Mais et si on regardait les choses d'un tout autre œil? Pour cette analyse, on va faire exactement ça. On va se plonger dans les chroniques du monde arabe de l'époque. Et là, l'histoire change complètement. Ce n'est plus une quête sainte, mais une invasion. Une invasion barbare, incompréhensible, qui va marquer la région pendant 2 longs siècles. Alors, on est en 1099. Essayez d'imaginer le choc. La nouvelle tombe à Bagdad, qui est à l'époque le cœur battant du monde islamique. Jérusalem est tombée. Des milliers de gens ont été massacrés. Et au milieu de ce chaos, un homme, un certain Al-Raori, déboule à la cour du calife. Il n'est pas là pour pleurer, non. Il est là pour hurler sa rage. Et ces mots, il peigne une fresque d'horreur absolue, avec une question qui plane sur tout le reste. Mais comment? Comment est-ce que ça a pu arriver? Du point de vue des chroniqueurs arabes de l'époque, cette invasion, elle sortait littéralement de nulle part. Ils voient débarquer ces guerriers blonds qu'ils vont tous appeler du même nom, les Franj. Pour eux, c'est une force complètement inconnue. Et attention, ce n'est pas vu comme une guerre de religion au début, pas du tout. C'est perçu comme une déferlante de sauvagerie pure et simple. Alors d'un côté, on a cette brutalité des franges, une violence qui a choqué, même pour une époque qui n'était pas tendre. Les chroniques sont remplies de récits d'horreur, on parle de cannibalisme à Mahara, d'habitants juifs de Jérusalem brûlés vifs dans leur synagogue, c'est terrible. Mais le vrai choc, le truc qui saute aux yeux dans les chroniques, c'est le contraste avec le monde arabe de l'époque. Parce que ce monde arabe, il n'a rien d'un bloc uni. C'est un véritable chaos de rivalité interne. On a des émirs qui préfèrent carrément passer des accords avec les envahisseurs plutôt que de filer un coup de main à un cousin qu'ils ne peuvent pas voir. Et c'est précisément cette désunion qui a été une porte d'entrée grande ouverte pour les croisades. D'ailleurs, c'est important de s'arrêter un instant sur ce mot. Frange. Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux? Eh bien, pour les chroniqueurs arabes, il n'y avait pas de Normands, de Provençaux, d'Allemands, non. C'était juste les franges. Une seule et même vague déferlante venue de l'Ouest. Et ce mot est vite devenu synonyme d'une violence et d'un fanatisme qu'ils n'avaient tout simplement jamais vu auparavant. Et là, on touche vraiment au cœur du problème. Parce que la plus grande force des Franches, au fond, ce n'était pas tant leurs armures ou leurs épées. Non, c'était la faiblesse de leurs ennemis. Le monde arabe, à ce moment-là, c'était une véritable poudrière. Des conflits internes partout, une sorte de guerre civile permanente qui rendait toute riposte unie absolument impossible. Et quand on regarde les exemples concrets, c'est juste hallucinant. Prenez 1098, Antioche est assiégée, la ville supplie qu'on vienne l'aider. Les souverains d'Alep et de Damas, qui sont juste à côté, ils refusent de bouger. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils se détestaient. C'est fou. Encore mieux, 2 ans plus tard, le cadi de Tripoli aide carrément un chef franc à s'échapper d'une embuscade tendue par un autre émir. Pour lui, le vrai danger, c'était son voisin arabe, pas l'envahisseur européen. C'est cette logique complètement absurde qui a paralysé toute forme de résistance pendant des dizaines d'années. Ce désespoir ambiant, il est résumé de manière poignante par un poète, Al-Mahari. Et le plus fou, c'est qu'il venait de Mahara, oui, la ville même où les Franges se sont livrés au cannibalisme. Ces vers, qu'il avait écrits bien avant l'invasion, résonnent tout à coup comme une prophétie terrible, une prophétie sur le fanatisme et la folie qui était sur le point de tout ravager. Mais bon, après des décennies d'humiliation, de défaites, tout ça à cause de leur propre division, quelque chose a commencé à bouger. Très lentement, et dans la douleur, une nouvelle idée a commencé à faire son chemin. L'idée d'une résistance unie, d'un djihad, pour reprendre leurs termes, contre les envahisseurs. Et cette idée, elle n'est pas née dans les palais des sultans, non. Elle est venue d'ailleurs. En fait, le changement, il est vraiment venu de la base. On a des personnages comme le Cadi Ibn al-Kashab qui se mettent à mener des manifestations, à haranguer la foule pour forcer les dirigeants à réagir. Et puis, il y a eu des chefs de guerre, comme Zinki. Lui, il a compris un truc essentiel. L'unité, c'est la clé du pouvoir. Alors, il a unifié par la force ce que la jalousie avait divisé. Et c'est sur ce socle, bâti par d'autres, que Saladin va pouvoir émerger, pour enfin unir l'Égypte et la Syrie et créer la puissance capable de tenir tête aux Franges. Mais Saladin, s'il est devenu une légende, ce n'est pas seulement pour son génie militaire, c'est aussi pour son caractère. L'anecdote du siège de Kara qui est incroyable pour ça. Imaginez la scène. Il est en plein siège et il apprend qu'un mariage est en train d'être célébré à l'intérieur de la forteresse. Sa réaction? Il donne l'ordre à ses hommes de ne surtout pas bombarder la tour où se trouvent les jeunes mariés. C'est ce genre de geste, ce sens de la chevalerie, qui a construit sa légende et qui tranchait radicalement avec la brutalité des tout premiers envahisseurs. Alors avec Saladin, c'est clair, le vent tourne. Sa grande victoire à la bataille de Hittin, elle brise littéralement la puissance militaire des Franges.
C'est ce qui lui permet de reprendre Jérusalem, un symbole immense. Mais attention, la guerre est loin d'être finie. Il va falloir encore un bon siècle pour que la présence des Franches soit totalement effacée de la carte. 200 ans. Il faut vraiment prendre la mesure de ce chiffre. Ce n'était pas juste un raid, un aller-retour rapide, non. C'est 2 siècles. 2 siècles de présence, avec des royaumes, des guerres incessantes, mais aussi des échanges. C'est une période qui a laissé une marque indélébile, profonde, sur toute la région. Et l'acte final de cette longue histoire, il va être joué par une force toute nouvelle, les Mamelouks. Qui sont-ils? À l'origine, ce sont des esclaves, des Turcs, achetés très jeunes et formés pour devenir l'élite de l'armée égyptienne. Sauf qu'à un moment, ils ont pris le pouvoir pour eux-mêmes au Caire. Et là, on a affaire à des soldats professionnels, absolument impitoyables et d'une efficacité redoutable. C'était, en quelque sorte, la machine de guerre parfaite pour terminer le travail. Et il faut bien comprendre que ces Mamelouks n'avaient pas du tout les états d'âme de Saladin. Pour eux, une chose était impardonnable: l'alliance de certains seigneurs franges avec les Mongols. Les Mongols, c'était la menace ultime pour le monde islamique à l'époque. Donc cette alliance, c'était une trahison pure et simple. Du coup, la chute d'Antioche en 1268, ça a été un véritable massacre, une vengeance terrible pour le rôle de la ville dans la toute première croisade. Après un choc pareil, la chute d'Acre en 1291, ce n'était plus qu'une question de temps. Et ça a sonné le glas de la présence croisée au Levant. Donc voilà, militairement, le monde arabe a gagné. Les envahisseurs ont été chassés. Fin de l'histoire? Eh bien non. C'est justement là que l'analyse de ces chroniques nous amène à une conclusion assez surprenante et même complètement contre-intuitive sur ce que ce conflit a vraiment laissé derrière lui. Sur le papier, la victoire militaire est indiscutable. Mais si on regarde plus loin, sur le plan de la civilisation, des idées, du développement, la question devient beaucoup, beaucoup plus compliquée. Au final, qui est vraiment sorti gagnant de ces 2 siècles de guerre? Et c'est là qu'on arrive au point central. Il faut se remettre dans le contexte. Avant les croisades, le monde arabe, c'est le centre intellectuel et scientifique du monde. Point. L'Europe, pour eux, c'est une terre de barbares. Mais voilà, en débarquant en Orient, les Franges, malgré toute leur brutalité, se retrouvent au contact d'une civilisation bien plus avancée. Et ils vont apprendre. Ils vont absorber la science, la médecine, l'architecture. Tout cet apport va contribuer à nourrir ce qui deviendra leur propre renaissance. Et pendant ce temps-là, que se passe-t-il dans le monde arabe? Eh bien, traumatisé par 2 siècles d'invasion, il va faire tout l'inverse. Il va se refermer sur lui-même. Il va devenir frileux, défensif, méfiant de tout ce qui vient de l'extérieur. La victoire militaire a en fait caché une défaite beaucoup plus profonde, un déclin civilisationnel. Il y a un détail qui résume tout ça parfaitement. Le flux de la connaissance pendant toute cette période, il a été à sens unique. Les Occidentaux ont bu le savoir qu'ils trouvaient dans une culture plus avancée. De l'autre côté, le monde arabe, convaincu de sa supériorité, n'a vu aucune raison d'apprendre quoi que ce soit de ces barbares. C'est une attitude qui, au final, va leur coûter extrêmement cher. Et au bout du compte, le départ du dernier soldat frangais n'a pas du tout mis un point final à l'histoire. Pour le monde arabe, le souvenir de ces invasions a laissé une cicatrice qui ne s'est jamais vraiment refermée. Une méfiance profonde envers cet Occident qui est surgi de nulle part. Cette perception d'avoir été violé, le mot est dans la citation, continue d'influencer les mentalités, ce qui fait de ces guerres, pourtant vieilles de plusieurs siècles, un événement dont les échos, eh bien, on les entend encore aujourd'hui.